Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, nous commençons nos travaux de ce matin par l'examen de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, ou dit TNT. Pour l'examen, c'est la proposition numéro 1743. La présidente du groupe La France Insoumise NUPES a fait savoir, à l'occasion de la réunion de la conférence des présidents du 17 octobre dernier, que son groupe souhaitait utiliser son droit de tirage pour la création de cette commission. En application du second alinéa de l'article 140 de notre règlement, il appartient à notre commission, à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée, de vérifier sa recevabilité sans se prononcer sur son opportunité ni pouvoir amender son dispositif. Et j'insiste sur le fait qu'on ne se prononce pas sur son opportunité ce matin, mais juste de savoir si effectivement on a bien tous les caractères de recevabilité pour dire oui ou non. Donc, et nous avons désigné M. Quentin Bataillon rapporteur sur cette proposition. Je vais donc lui donner la parole. Et après la brève intervention de M. Bataillon, si les orateurs des groupes puis d'autres membres de la commission souhaitent s'exprimer, je leur donnerai la parole et chacun aura 1 minute. Monsieur Bataillon, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, lors de la conférence des présidents du 17 octobre 2023, la présidente du groupe La France Insoumise NUPES a indiqué faire usage pour la création de la commission d'enquête prévue par cette proposition de résolution, dont je salue la présence de l'auteur ici avec nous ce matin, du droit de tirage que le deuxième alinéa de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire une fois par session ordinaire. En conséquence, conformément au second alinéa de l'article 140 du règlement, il revient à notre commission de vérifier que les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Je souhaite préciser que nous devons nous prononcer aujourd'hui sur la recevabilité et non sur l'opportunité de la création de cette commission d'enquête. Je dis ceci à la fois pour le rapport, mais aussi pour les questions qui pourraient suivre. 3 conditions sont requises. En premier lieu, en application de l'article 137 de notre règlement, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête doivent déterminer avec précision les faits qui donnent lieu à enquête. En l'occurrence, les faits semblent définis avec une précision suffisante, puisque, selon l'article unique de la proposition de résolution, la commission d'enquête serait chargée de, je cite, « faire toute la lumière sur les procédures d'attribution des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, TNT, sur le respect des engagements pris par ces services de télévision et, enfin, sur les moyens de contrôle du respect de ces engagements mis en œuvre par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM. » L'exposé des motifs précise par ailleurs que les travaux de la commission porteraient plus spécifiquement sur la procédure d'attribution de fréquences pour la diffusion de chaînes de la TNT par l'ARCOM, le respect des engagements pris par les chaînes bénéficiaires de ces autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment pour celles dont les contrats arrivent à échéance, les moyens mis à disposition par l'ARCOM pour s'assurer du respect de ces engagements. Le premier critère est donc rempli. En second lieu, de telles propositions de résolution sont recevables sauf si, dans l'année qui précède leur discussion, a eu lieu une commission d'enquête ayant le même objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, bien que les travaux de notre commission aient pu, à plusieurs occasions, aborder certaines thématiques évoquées par la proposition de résolution. Le deuxième critère de recevabilité est donc également satisfait. Enfin, en application de l'article 139 du règlement, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux fait connaître des poursuites judiciaires en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Le troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit même que la mission d'une commission d'enquête déjà créée prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Interrogé par la présidente de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux lui a fait savoir par un courrier du 7 novembre 2023, hier, que le périmètre de la commission d'enquête envisagée est susceptible de recouvrir pour partie celui d'une information judiciaire en cours, ouverte du chef de trafic d'influence et suivie par le parquet national financier. Il précise en outre que ce périmètre est également susceptible de recouvrir plusieurs procédures en cours, notamment relatives au délit de discrimination, ainsi qu'au délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Néanmoins, l'existence de contentieux portés devant les juridictions ne constitue pas en soi un obstacle d'éléments, d'une part, à la commission d'enquête n'aura ni à connaître ni à se prononcer sur les litiges susceptibles d'opposer les administrations ou services publics et les justiciables, pas plus
sur les demandes de réparation que ces derniers pourront porter devant les juridictions. D'autre part, ainsi que l'établit le courrier du garde des Sceaux, il appartient à l'Assemblée nationale de veiller à l'articulation de l'enquête parlementaire avec les procédures judiciaires. La commission d'enquête devra donc veiller tout au long de ses travaux à ne pas étendre ses investigations à des faits faisant objet d'instances devant l'autorité judiciaire. Dès lors, et sous réserve, l'existence de procédures en cours n'entraîne pas l'irrecevabilité de la présente proposition de résolution au regard de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale. Il résulte ainsi de l'analyse qui précède que la proposition de résolution est juridiquement recevable. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces rappels. Donc maintenant, je vais donner la parole au collègue qui l'avait demandé, et j'ai comme inscrit Jean-Jacques Gaultier. Oui, puisqu'il s'agit d'examiner aujourd'hui des questions de forme et non de fond, des questions de recevabilité et non de pertinence, d'opportunité, d'ailleurs sur lesquelles je m'interroge à titre personnel et au nom de mon groupe, je n'irai pas plus loin dans les commentaires aujourd'hui, me réservant pour les travaux de la commission d'enquête elle-même. Tout à fait. Merci, monsieur le député. Aurélien Saint-Toul. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la télévision française est-elle à la hauteur des besoins et des attentes du public? Certainement pas. Racisme, sexisme, harcèlement, violence, vulgarité et abrutissement sont malheureusement certains des termes qui caractérisent le mieux la production audiovisuelle. Je suis même sûr que des noms vous viennent à l'esprit. Cette impression peu flatteuse mérite tout de même d'être étayée par une enquête sérieuse. Les chaînes de télévision qui diffusent sur la TNT ont obtenu ce droit en contractant des obligations à l'égard du public et il est de notre devoir de les faire respecter. Ma conviction est que le public qui regarde la télévision a en fait un droit de regard sur l'usage qui est fait de ce bien commun que sont les fréquences attribuées par l'Arcom. De fait, ces obligations figurent en toutes lettres dans la loi et dans les conventions signées par les chaînes et accordées pour une durée déterminée. 15 d'entre elles arrivent à échéance en 2025 et donc nous avons la possibilité de peser dans le processus d'attribution des fréquences, d'assurer la qualité des programmes et de défendre les exigences de nos concitoyens. Une société démocratique ne peut pas se permettre de résumer la communication audiovisuelle à l'objectif de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et c'est bien l'objectif de cette commission de le faire valoir. Merci, monsieur le député. Donc, je rappelle qu'on se prononce sur les conditions de recevabilité et pas sur le fond. Donc, je vais donner la parole à Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. La commission d'enquête visée par la présente PPR a pour principale ambition de contrôler la procédure d'attribution par l'Arcom des fréquences de la TNT. Nous devons nous assurer que celle-ci s'effectue dans le respect du droit positif et que la création d'une telle commission n'interfère pas de façon préjudiciable avec les procédures en cours. En effet, comme il a été rappelé, l'Arcom initiera en 2024 la procédure d'octroi de 15 fréquences par le biais d'un appel à candidature. Les chaînes existantes devront donc convaincre l'Arcom de renouveler leur autorisation de diffusion sur le bouquet TV gratuit face à la concurrence des nouveaux entrants. À ce titre, ma question porte sur le cadrage juridique des objectifs de cette commission d'enquête. Cette dernière se doit en effet d'analyser avec objectivité et impartialité les précédentes procédures de distribution mises en œuvre ainsi que les critères d'attribution, mais ne saurait avoir pour but d'interférer dans la distribution des chaînes à venir. Dès lors, monsieur le rapporteur, pourriez-vous nous confirmer que cette commission d'enquête ne pourra porter que sur les faits antérieurs et pas sur les événements connexes à sa mise en œuvre? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Laurent Esquenet-Gox. Merci Madame la Présidente. Chers collègues Saint-Toul, je me questionne sur la pertinence de votre commission d'enquête. L'exposé des motifs indique que vous interrogez sur les critères d'attribution des fréquences. Or, la loi de 1986 relative à la liberté de communication vous y répond. 8 critères d'attribution, dont l'expérience acquise, le pluralisme des courants d'expression, socioculturels, y sont spécifiés. Si le sujet est important, il a déjà été traité par une commission d'enquête de 2015 qui avait conduit à un renforcement des procédures d'attribution et de revente des chaînes TNT. Il y a moins de 2 ans, une commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias rendait également ses conclusions. En réalité, votre commission va créer une suspicion sur le travail de grande qualité de l'Arcom. En bref, si le monde des médias est parcouru par de nombreuses problématiques, les critères d'attribution des chaînes n'en est pas un. Je regrette que vous ne profitiez pas de votre droit de tirage pour traiter d'un sujet plus urgent et plus sérieux. Merci, monsieur le député. Je répète qu'on ne se prononce pas sur le fond, mais sur la forme. Violette Spilbou. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, très simplement, une question sur la forme. Cette commission d'enquête, elle arrive à un moment où on a les états généraux de l'information, où on a des procédures déjà bien établies de renouvellement
des contrats d'objectifs et de moyens pour l'audiovisuel public, où il va y avoir l'année prochaine la réattribution de canaux TNT avec des procédures qui, comme l'a rappelé mon collègue Laurent Esquenégogue, sont déjà extrêmement bien définies. Donc ma question, c'est est-ce que dans cette commission d'enquête, nous allons approfondir le sujet des moyens qui sont donnés à l'Arcom pour pouvoir exercer son contrôle? Est-ce que la commission d'enquête va intégrer ce type de sujet dans l'ensemble de son champ d'action? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Et il y a des questions auxquelles le rapporteur ne pourra pas répondre, puisque là, ce matin, on se prononce vraiment sur les conditions de recevabilité et pas sur le fond de la commission, de la commission d'enquête. Stéphane Lenormand. Oui, merci Madame la Présidente. Rapidement, puisque vous l'avez bien évoqué, il s'agit d'une question ce matin plus de recevabilité et de forme. J'aurais eu beaucoup de questions sur le fond. À ce stade, visiblement, donc, cette commission d'enquête remplit les conditions. Elle peut sans doute être intéressante parce qu'il y a des sujets, mais qui, peut-être au vu des travaux de cette commission, finalement, vont faire un pchit. Mais en tout cas, par transparence, nous y serons activement partie prenante pour suivre les travaux. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci à l'ensemble des collègues bien sûr pour leurs questions et leur intérêt pour cette commission d'enquête. Si effectivement je me tiens au seul critère de recevabilité qui nous réunit ce matin, sur l'élément qu'effectivement je puisse dire, c'est qu'effectivement cette commission d'enquête n'a pas un rôle de fait prospectif, puisque c'est une commission d'enquête, qu'elle ne doit pas effectivement travailler les procédures judiciaires, ce qui n'empêche pas de travailler sur les procédures des administrations, qu'elle aura du coup à examiner, à auditionner en ce sens. Et quant à son cadrage juridique, effectivement, une commission d'enquête n'a pas à faire le travail d'une autre administration, notamment sur le sujet des renouvellements, mais pourra y mettre un avis seulement. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, tout le monde, ceux qui avaient demandé la parole, ayant pu s'exprimer, nous allons maintenant procéder au vote sur la question de recevabilité de la proposition de résolution. Qui estime qu'elle est recevable? Qui est pour? Qui est contre? Donc la commission se prononce donc positivement sur la recevabilité de la proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, maintenant Maintenant, nous allons poursuivre nos travaux avec les coprésidents du groupe de travail Jeux olympiques et paralympiques. Oui, et ben oui. Oui, tout à fait, mais c'est eux qui ont voté. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, je suis d'accord. Après, si ça s'abstenait, c'est pas grave. Il fallait juste qu'ils évitent de voter contre. Ça devenait ridicule. Messieurs les coprésidents, c'est bon? Donc, mes chers collègues, maintenant nous venons à la communication sur les travaux du groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui va être faite par ses coprésidents, M. Belkir Belhaddad et M. Maxime Minot. Et comme le bureau en a acté le principe, il me semble important que nos collègues chargés des deux groupes de travail rendent compte régulièrement de leurs activités et nous fassent part de leurs constats et de leurs éventuelles préoccupations. Je vais donc donner la parole successivement à M. Belkir Belhaddad et à M. Maxime Minot. Et ceux d'entre vous qui le souhaitent pourront ensuite intervenir pour leur poser des questions en 1 minute. Donc, qui commence de vous deux? Monsieur Belkir Belhaddad, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, mon collègue et moi-même sommes très heureux
de venir face à vous et devant cette commission des affaires culturelles à 261 jours du début des Jeux olympiques et à 293 jours de l'ouverture des Jeux paralympiques. Alors, comme vous le savez, ce groupe de travail a été créé le 28 septembre 2022 et composé d'une trentaine de membres. Et il s'est donné pour mission, à travers ses auditions et déplacements, de suivre l'avancement de l'organisation dans l'ensemble de ses dimensions. Nous avons déjà réalisé 26 auditions de 2 tables rondes, effectué 11 déplacements, dont un à Marseille, à l'occasion du test Event. Et en bon français, on dirait épreuve de test, de voile. Notre activité va s'accélérer à mesure que l'ouverture des Jeux se rapproche, avec notamment un point particulier fait sur la question de la couverture médiatique de l'événement. On a eu l'occasion, avec un certain nombre d'entre vous faisant partie de ce groupe de travail, nous avons réalisé une visite au sein des locaux de France Télévisions hier matin, où nous a été présenté l'ensemble des actions que le groupe France Télévisions va mener pour couvrir les Jeux et les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors, nos premières auditions se sont principalement concentrées sur la question de la sécurité des Jeux. C'est en effet un élément central de l'organisation et de l'accueil d'un tel événement. Il sera naturellement au cœur des préoccupations durant les Jeux, mais aussi évidemment bien en amont de leur ouverture. Assurer la sécurité des Jeux représente un enjeu capital. Il y va en premier lieu de la protection des athlètes et des spectateurs, mais également de l'image de notre pays à l'international. Malheureusement, l'actualité récente, comme vous le savez, a rappelé à chacun d'entre nous la nécessité d'une vigilance accrue de tous les instants en la matière. 10 500 athlètes représentant 206 nations seront présents. Leurs exploits sportifs seront suivis par une dizaine de millions de spectateurs et couverts par quelques 6 000 journalistes venus du monde entier. Les épreuves seront réparties sur 40 sites de compétition, dont la moitié en Île-de-France et 7 dans Paris intramuros et 22 villes. La sécurisation de l'ensemble des sites devra se faire au même moment dans l'ensemble de l'Hexagone et jusqu'en Polynésie française. Aucun étalement dans le temps n'est ici envisageable, ce qui aurait permis avec une rotation des forces de l'ordre. Il n'y aura qu'un seul pilote des opérations, ce sera le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Celui-ci sera responsable de la coordination de la stratégie nationale sur la sécurité quand le préfet de police de Paris aura la charge du déploiement opérationnel en Île-de-France. Les forces de sécurité intérieure seront en première ligne pour assurer la sécurité de l'événement, des spectateurs et des athlètes. La mobilisation prévue est évaluée à environ 30 000 policiers et gendarmes par jour, auxquels s'ajouteront les réservistes. La décision de suspendre le temps des Jeux, la distinction entre les zones de compétence entre la relevant de la police et celle relevant de la gendarmerie a également été prise afin de permettre une organisation par mission. Cette mobilisation d'ampleur ne doit cependant pas se faire au détriment de nos territoires. C'est pour cela qu'un important travail est fait afin que l'ensemble des personnels concourant à la sécurité nationale soient mobilisés durant la période des Jeux. Les congés seront décalés, les réservistes seront amplement mobilisés. Une répartition entre forces de sécurité intérieure, les FSI et acteurs de la sécurité privée est déjà prévue. Schématiquement, la sécurisation des espaces extérieurs au lieu d'épreuves sera assurée par les FSI, tandis que les espaces intérieurs relèveront des forces de sécurité privées employées par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et je laisse la parole à mon collègue Maxime Minot pour poursuivre. Merci Belkir. Effectivement, comme Belkir vient de le dire sur le côté sécurité, et comme l'avait notamment révélé le rapport de nos collègues Stéphane Peu et Stéphane Mazard dans le rapport de juillet dernier, le secteur de la sécurité privée est dans une situation préoccupante qui suscite bien évidemment des interrogations. Les effectifs sont sous tension, avec notamment un manque de personnel féminin. En plus des besoins courants, il faut effectivement 20 000 agents de sécurité supplémentaires qui seront mobilisés chaque jour en moyenne, avec des pics allant jusqu'à 25 000 agents. Pour atteindre cette masse critique, le COJOP a lancé plusieurs appels d'offres. Alors 3 vagues. Une première vague
en printemps 2022, la deuxième vague en décembre 2022 et la troisième vague en fin d'avril 2023. La progression quant à l'attribution des lots est conforme aux prévisions du COJOP et permettra d'avoir une vraie vision claire de la situation d'ici la fin d'année 2023. Par ailleurs, les efforts consentis par l'État pour former un maximum d'agents de sécurité portent leurs fruits. En Île-de-France, sur la période janvier-août 2023, par rapport à la même période de référence en 2022, on constate une progression de 75% dans la délivrance des autorisations. Donc, ce qui nous permet d'avoir une belle visibilité, en tout cas une belle croissance, notamment une croissance de 31% du nombre de primo-cartes professionnelles, ce qui veut dire que ce sont des gens qui n'avaient jamais exercé dans la sécurité privée. 31%, c'est quand même un beau score, puisque on arrive donc à 8360 cartes au total, ce qui est plutôt bon signe. S'agissant de la nouvelle carte professionnelle surveillance grands événements, au plan national, au 15 septembre 2023, plus de 3000 autorisations d'entrée en formation ont été accordées par le CNAPS. Donc le CNAPS, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité. Et 768 cartes professionnelles ont d'ores et déjà été délivrées, 90% en Île-de-France, mais tout de même 40% pour des femmes, ce qui est plutôt aussi un bon signe d'envoyer. Alors nous sommes tout de même préoccupés par cette situation. Nous ne pouvons bien évidemment que souscrire à la recommandation de la Cour des comptes dans son rapport complémentaire de juillet dernier, qui était d'arbitrer le recours probable aux forces de sécurité intérieure et aux armées pour pallier le déficit, bien évidemment, de la sécurité privée, au plus tard, normalement en octobre 2023, et en assurer une planification rigoureuse. Alors la date d'octobre est passée et semblait bien évidemment difficile à tenir compte tenu de l'avancée des appels d'offres lancés par le COJO. Cet arbitrage doit cependant avoir absolument lieu, je pense, d'ici la fin de l'année. Courant décembre, ce serait une date qui nous semble cohérente, et cela laisserait le temps, bien évidemment, au COJOP de faire le bilan, mais aussi à l'État d'être averti suffisamment en amont. Un état des lieux précis doit être également fait pour constater la carence et son ampleur, afin de prévoir, bien évidemment, les moyens nécessaires en conséquence. Ce qui s'est passé à Londres, bien évidemment, en 2012, ne peut pas se reproduire en France en 2024. Donc nous avons cependant confiance en nos forces de sécurité intérieure et en nos armées pour pallier, bien évidemment, à la carence et répondre aux besoins. Nous alertons cependant sur le risque de surcoût lié, bien évidemment, à un tel recours pour le COJOP. Le cadre applicable en la matière est fixé par un décret de 1997, décliné par un arrêté de 2010. Ce dernier dispose qu'en cas de mise à disposition sur un site donné d'un contingent d'agents, le COJOP aurait vocation à s'acquitter d'un certain taux horaire auquel viendraient s'ajouter les frais d'acheminement, d'hébergement, de restauration de ces personnels. Et ce taux horaire est affecté d'un coefficient multiplicateur variant selon le nombre de personnels mis à disposition. Ainsi, vous avez bien compris, en fonction de ce coefficient, et notamment dans l'hypothèse où le nombre d'agents mobilisés au sens de l'arrêté serait calculé à l'échelle de l'ensemble des jeux, ce recours contraint au FSI et aux forces armées engendrerait bien évidemment un surcoût non négligeable pour le COJOP. Les FSI et les forces armées ne restent cependant pas dans l'attente de ces décisions et œuvrent depuis de longs mois de concert à la sécurisation des jeux. Un partage ainsi a été déjà réalisé sur certaines questions comme la sécurisation des bateaux de la cérémonie d'ouverture et de leur port, qui sera gérée par l'armée, ou encore la lutte anti-drone, qui sera pilotée, elle, par l'armée de l'air et de l'espace, même si les FSI seront équipés de dispositifs de protection et bien évidemment de neutralisation. Les forces sentinelles, quant à elles, poursuivent et poursuivront leur action, comme nous les voyons d'ailleurs aujourd'hui partout sur notre territoire national. Les 7000 soldats déployés continueront leur ronde afin d'assurer bien évidemment la sécurité et de dissuader aux abords des lieux d'épreuve, mais aussi toujours dans les gares et dans les aéroports. J'ai d'ailleurs pu rencontrer le chef d'état-major de la zone de défense dans laquelle se situe Paris et échanger avec des soldats déployés sur Sentinelle sur le camp des loges de Saint-Germain-en-Laye. Alors, ce déplacement m'a permis de prendre pleine conscience de la rudesse de leurs tâches, puisque j'ai porté leur équipement qu'ils portaient au quotidien et qu'ils portent au quotidien. C'est un équipement très lourd, plus de 20 kilos. Alors, vous imaginez parfois sous une chaleur de plomb, ce qui sera d'ailleurs le cas pendant les Jeux Olympiques, en tout cas on l'espère qu'il fera beau. Donc, c'est aussi ce côté-là qui nous a permis de prendre en considération la dureté de leur tâches, et ils doivent parfois faire face aussi à une hostilité de la part de certains publics. Alors,
vous le comprenez, par rapport à la dureté de la tâche, des lieux de repos sécurisés à proximité des zones de patrouille sont donc un élément essentiel pour leur permettre de souffler et de se décharger, bien évidemment, de l'équipement. Un groupe de travail entre les différents acteurs concernés s'est mis en place, avec la ville de Paris notamment, pour identifier ces locaux aux abords des sites des épreuves. La préfecture de police et les FSI auront un besoin comparable, au-delà du maillage, bien évidemment, des commissariats. Le nombre de locaux sera à mettre en regard avec l'importance des volumes et le volume, bien évidemment, de la force déployée. J'ai également été très heureux d'apprendre que nos armées seront mises à l'honneur durant l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques, en dehors des podiums, bien évidemment, puisqu'il faut tout de même le rappeler, nos soldats ramènent habituellement plus de 40% des médailles, donc il faut le souligner. Mais ce sont elles qui lèveront les couleurs lors des remises des médailles. Il y aura 900 levées des couleurs, puisqu'il faut 350 pour les JO et 550 pour les Jeux paralympiques. Il faudra un binôme par mât, sachant qu'il y a, vous le savez, 3 mâts à chaque fois, la levée des couleurs étant aussi très protocolaire. Le personnel militaire qui sera en charge de ce dispositif sera formé au cérémonial spécifique pour les Jeux olympiques et paralympiques. Nous souhaitons maintenant aborder la question de la billetterie qui a pu faire l'objet de nombreuses critiques. D'abord, les prix demandés correspondent à ce que l'on constate classiquement pour des événements d'une telle ampleur, qu'il s'agisse d'événements sportifs ou artistiques, comme des spectacles ou des concerts. Des billets ont été proposés à tous les prix, nous allons y revenir. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue la volonté que les Jeux financent les Jeux afin d'en limiter le coût pour l'État. Sur les 4,4 milliards d'euros de budget global du COJO, 1,4 milliard d'euros proviennent des recettes de billetterie et des hospitalités et 1,4 milliard d'euros des partenaires et licenciés Paris 2024. Fin août 2023, 95% des partenariats étaient déjà sécurisés grâce notamment au nouveau partenariat du premier rang conclu avec LVMH qui a permis de faire dépasser l'objectif initial de 92% des partenariats sécurisés à l'été 2023. Concernant plus précisément le prix des billets, l'objectif étant que des billets d'exception vendus en petite quantité financent des billets accessibles vendus en grande quantité. Ainsi, 4 millions de billets ont été proposés à 50 € ou moins, dont notamment 1 million de billets à 24 €. 65% des billets présentent un prix de 100 € ou moins, et seulement 3% voient leur prix atteindre ou excéder 400 €. 6,8 millions de billets avaient été vendus fin juillet quand nous avions fait le point avec le COJO, dont 5,2 millions achetés par le grand public. Lors des 36 premières heures d'ouverture de la billetterie, près d'1 million de billets ont été vendus. Les Français représentent 63% des acheteurs et près d'un tiers des billets ont été achetés par les 25-34 ans. À côté de cette billetterie grand public, l'État a acheté plus de 400 000 billets pour cette billetterie populaire, tous au jeu. Ce programme porté par l'État en coordination avec les acteurs mobilisés pour l'organisation des Jeux, notamment les collectivités territoriales, poursuit l'objectif de garantir leur accessibilité au plus grand nombre. Tous au jeu assument également une vocation éducative, de promotion des disciplines olympiques et paralympiques dans leur diversité, avec un accent majeur placé sur les épreuves paralympiques, dont les cas de place attribués à la jeunesse. 400 à 1220 billets très exactement seront offerts par l'État dans les différentes épreuves de Jeux olympiques, un peu plus de 100 000 pour les Jeux olympiques et pour le paralympique, dont la billetterie a démarré la vente de la billetterie a démarré très récemment, correspond à 298 600 billets pour la partie populaire, ainsi que les cérémonies d'ouverture pour à peu près 1920 billets. 4 publics pourront bénéficier de cette billetterie populaire: les jeunes en majorité, les bénévoles du mouvement sportif, les personnes en situation de handicap et leurs aidants, et les agents publics relevant des catégories B et C. À titre d'exemple, à Marseille, où nous sommes rendus, 12 000 billets pour les épreuves de voile ont été proposés à 24 €. L'épreuve de voile a d'ailleurs fait l'objet d'un test event en juillet qui a permis d'évaluer le dispositif de sécurité en mer, mais aussi de faire la pédagogie avec les professionnels de la mer
et des plaisanciers qui se retrouvent contraints à faire un long détour, jusqu'à une dizaine de minutes afin de contourner la zone de l'épreuve. Ce test event, comme tous les tests ainsi réalisés, a également permis d'éprouver l'articulation entre les différents acteurs, avec la présence de représentants de l'ensemble des parties prenantes, y compris les volontaires. Lors du déplacement, nous avons également pu rencontrer la société gestionnaire du stade Vélodrome, Mars 360, que le COJO occupera à travers un contrat dit Event Delivery Model, qui correspond à une externalisation. Le stade reste géré, bien entendu, par son gestionnaire habituel, avec l'ensemble de ses équipes, y compris de sécurité. Cette évocation de la cité phocéenne nous permet de faire une transition toute trouvée vers le relais de la flamme qui arrivera à Marseille le 8 mai prochain. La flamme parcourra le territoire national outre-mer compris avant d'arriver à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Elle traversera 65 territoires, dont 5 situés dans les Outre-mer. Il y aura 65 villes étapes et plus de 400 villes traversées durant les 68 jours de relais. Ce sera l'occasion, nous l'espérons, de susciter un réel engouement populaire dont les jeux manquent encore plus que quelque peu pour l'instant. Soyons réalistes tout de même. Personnellement, je pense que le véritable engouement démarrera véritablement quand la flamme arrivera à Marseille le 8 mai 2024. Et ce parcours de la flamme l'amènera d'ailleurs à l'Assemblée nationale le 14 juillet, puis au Sénat. Je ne sais pas s'il y a des candidats ou pas, mais on sera au regret de vous dire que les élus ne pourront pas, malheureusement, pouvoir y participer, sauf Maximino. Alors là, on en reparlera. Pour le parcours détaillé de la flamme, nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre sur le site du COJO. La flamme sera portée par 10 000 personnes, dont 7 000 relayeurs individuels et 3 000 relayeurs collectifs. Les premiers se relayeront tous les 200 mètres, soit environ toutes les 4 minutes. Et une petite innovation, puisqu'on aura un relais collectif porté par une personne. Et ce relais sera composé de 24 personnes qui entoureront cette personne qui portera cette flamme. 35 fédérations seront impliquées dans ces relais qui dureront 8 minutes. Alors, comme le disait Belkir sur ce relais de la flamme, tout le monde peut être candidat pour porter la flamme. Les modes de candidature sont multiples. Nomination par impair ou encore désignation directe, mais aussi appel à candidature, sélection par tirage au sort ou par un jury. Mais comme le disait Belkir, nous sommes navrés de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, mais les personnes exerçant un mandat politique ou une fonction religieuse ne pourront pas être porteurs de flammes. Alors, bien évidemment, aucun de nous ne pourra donc participer activement à cette séquence, ou alors aux alentours pour pouvoir applaudir et porter psychologiquement la flamme. Le parcours de la flamme paralympique, quant à lui, sera dévoilé ce vendredi, donc après-demain. Comme pour la flamme olympique, elle sera allumée là où elle a brillé pour la première fois, à Stoke-Mandeville, au Royaume-Uni, avant de traverser la Manche pour rejoindre le territoire national et d'arriver à Paris le 28 août prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Concernant les sites de compétition, les chantiers sont dans les temps. Le COJOP a déjà pris possession de l'International Broadcast Center le 10 juillet dernier, 10 juillet 2023. C'est une partie en fait du cluster des médias, ou plutôt des villages des médias, parce que je n'aime pas ce terme de cluster, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Mais voilà, en tout cas, ça correspond au hall 3 du parc des expositions du Bourget, qui a été intégralement rénové dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et Paris 2024 pourra occuper les autres lieux aux dates prévues, notamment le village olympique et paralympique en mars prochain, mars 2024, le centre aquatique olympique qu'on a d'ailleurs visité en déplacement avec beaucoup d'entre vous en avril, et l'aréna de la Chapelle qu'on a également visité en juin prochain. Concernant le programme des volontaires, où je sais que vous avez été nombreux à être interpellés sur vos territoires sur le sujet, l'appel à candidature a eu un très grand succès. 312 000 personnes ont candidaté pour 45 000 places ouvertes. La sélection des candidats s'est faite récemment, courant septembre. D'ailleurs, les offres et les confirmations des missions sont en cours, et cela jusqu'en décembre prochain.
Et au printemps prochain, les plannings individuels seront communiqués aux volontaires avant que ne débute, bien évidemment, la phase de formation jusqu'à l'été. Avec la distribution des uniformes, la délivrance des accréditations, et le groupe de travail que nous coprésidons fera bien évidemment un point précis sur le sujet des volontaires avec le COJOP en janvier, quand celui-ci, bien évidemment, aura une vision un peu plus claire et l'attribution totale sera faite d'ici là. Concernant la cérémonie d'ouverture, un test logistique a eu lieu le 17 juillet dernier. Le rendez-vous était très tôt, je dois vous l'avouer, puisqu'il fallait que nous soyons à 4 heures du matin sur la Seine. Mais ça nous a permis de voir les choses depuis la Seine. Donc, embarqué sur un bateau de la brigade fluviale de la préfecture de police, j'ai pu suivre l'ensemble des essais. Ce test logistique a réuni 40 bateaux de différents gabarits afin d'observer bien évidemment la vitesse, l'espacement, la visibilité ou bien évidemment encore les communications d'une embarcation à l'autre. Un ponton de 96 mètres de long était installé entre le pont national et le pont de Tolbiac pour simuler la montée à bord des athlètes. Alors, cet aspect, je pense, va demander des aménagements. Quand il va falloir descendre l'intégralité des athlètes sur un ponton qui fait certes 96 mètres de long, mais 2 mètres de large et qui flotte et qui n'est pas très stable, croyez-moi que ça va être compliqué. Donc j'espère que cet aspect va demander un excellent calibrage, car l'ensemble des athlètes, je vous le disais, devra monter à bord et descendre ensuite au Trocadéro avec une grande fluidité, sans interrompre le flux des navires qui seront en amont sur la Seine. Des exemples d'équipements, notamment anti-intrusion fluviale, étaient également présentés, placés de chaque côté de la Seine pour la cérémonie d'ouverture et les épreuves qui s'y déroulent, ainsi qu'aux abords du village olympique. Ces dispositifs permettent d'empêcher le passage d'embarcations dites béliers, de façon à bien évidemment préserver la sécurité de tous. On a pu échanger avec les forces présentes, allant des sapeurs-pompiers de Paris, au RAID, en passant par une équipe de braves nautiques, qui est semblable à la brave mobile, mais sur un bateau. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les difficultés de sécurisation du parcours de la cérémonie, étant très long, en zone urbaine, et bien évidemment, vous imaginez plus que dense, puisque les attaques pourraient venir de l'eau, de la terre et bien évidemment de l'air. Ce test a permis de voir en vrai ce que donnaient les différents projets ou risques, tout en ayant été bien évidemment approuvé sur simplement des simulateurs à la base. Donc ça nous a aussi permis de nous voir les problèmes de vitesse de navires, puisque, je vous le disais précédemment, les bateaux n'étaient pas de la même longueur, n'avançaient pas à la même vitesse. Donc on s'est rendu compte que parfois, entre deux bateaux, il pouvait y avoir jusqu'à 300 mètres qui les séparaient, ce qui à la télé ne sera vraiment pas beau. Donc ça nous a permis de se rendre compte que les écarts pouvaient effectivement être grands. Et notamment, on a pu tester aussi l'avarie d'un moteur en cours de cérémonie. Le jour J, donc là c'était un essai avec plus de 40 bateaux, mais le jour J, il y en aura 91 qui seront engagés pour transporter les délégations de sportifs avec, je le disais, des navires de différentes tailles, puisqu'ils pourront transporter de une ou plusieurs délégations. 100 000 spectateurs assisteront à la cérémonie d'ouverture sur les quais bas avec un billet payant, et les quais hauts seront ouverts gratuitement à 300 000 personnes. Cependant, il faudra se munir d'un billet, puisque là c'est aussi une volonté du COJOP de pouvoir cadrer. Certes c'est gratuit, mais il faudra être attributaire d'un billet à présenter dans les zones bien spécifiques. Enfin, quelques mots concernant la Coupe du monde de rugby, manifestation sportive majeure qui a constitué aussi l'occasion de tester nos modèles d'organisation de grands événements sportifs en vue des JOP. Elle s'est globalement bien déroulée, et bien évidemment, hormis naturellement la déception à l'issue du quart de finale. Les premiers matchs ont permis aussi d'adapter quelques détails qui peuvent paraître anodins et qui ont été soulevés, comme le disait Belkir, par Mars 360, qui est en charge de la gestion du stade Vélodrome de Marseille, sur la fermeture des débits de boissons plus en amont des matchs, donc notamment des épreuves pour les Jeux Olympiques, afin de garantir l'arrivée suffisamment tôt des spectateurs pour passer les contrôles de sécurité, ou encore, bien évidemment, de mettre en avant le redéploiement de volontaires dans certains sites ou certains lieux, ainsi que des panneaux de signalisation, parce qu'ils ont eu le cas, c'est pour ça qu'il y a eu un problème à Marseille, sur le fait qu'il y avait 2 stations de métro qui desservaient le stade Vélodrome, et que celles-ci, elles n'étaient pas suffisamment signalées.
et que les volontaires n'étaient pas forcément placés au bon endroit. Donc tout ça, ça a permis de caler les petits soucis qu'on a connus au début de la Coupe du Monde de rugby, et ce qui nous permettra de ne pas avoir ces soucis-là lors des Jeux Olympiques. Cet événement nous a également permis de lever un doute qui était apparu au cours des auditions sur l'existence d'un doublon entre le Centre national de commandement stratégique, qui, sous la conduite du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui a pour mission d'analyser, de synthétiser et de transmettre les informations reçues sur le déroulement de l'événement en termes de sécurité, et la structure de sécurité qui est placée sous l'autorité de l'organisateur. Le point d'étape que nous venons d'effectuer avec Belkir n'a évidemment pas permis d'aborder l'ensemble des sujets que nous avons abordés durant nos auditions et nos déplacements, mais je sais que vous allez poser des questions sur certains sujets qui nous permettront de mettre en exergue les différents points que nous n'avons pas abordés. Et malgré la grande inquiétude en la matière, nous avons fait le choix de ne pas parler du sujet des transports, mais je pense que certains d'entre vous en parleront, mais c'est parce que la semaine prochaine, nous organisons une table ronde sur ce sujet organisée avec la Commission de développement durable. Donc bien évidemment, nous vous incitons à participer la semaine prochaine pour poser vos questions sur le sujet. Nos travaux vont se poursuivre et s'intensifier, et nous ne pouvons que vous y inviter à y participer. Merci de votre attention. Merci, messieurs les coprésidents de ce groupe de travail, pour ce rendu et pour le fait d'avoir bien animé, d'avoir bien contrôlé jusqu'à présent le bon déroulement de la préparation des Jeux. Maintenant, je vais donner la parole à nos collègues pour 1 minute, et nous commençons par Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, je tenais à vous remercier pour votre présentation riche et très instructive, mais aussi par le travail fourni que vous accomplissez au sein de ce groupe de travail. Je souhaiterais vous interroger sur le lancement le 9 octobre dernier de la billetterie des Jeux paralympiques. 2,8 millions de billets sont depuis mis en vente, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La réussite des Jeux olympiques passera bien sûr par la réussite des Jeux paralympiques. Notre mobilisation et le soutien que nous devons envers nos sportifs français doivent être les mêmes pour tous nos sportifs, qu'ils soient ou non en situation de handicap. De plus, la réception de ces Jeux paralympiques permet de rappeler et d'amplifier l'engagement de notre majorité vers l'inclusion des personnes en situation de handicap et de cibler les progrès que nous devons encore accomplir pour une société plus inclusive. Aussi, messieurs, après 1 mois d'ouverture de la billetterie de ces Jeux paralympiques, pouvez-vous nous faire un état des lieux des ventes et des enjeux? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Sophie Boulan. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. 2 petites questions. Une partie des épreuves nautiques doivent se passer dans la Seine. C'est un projet grandiose qui se heurte à des conditions liées à l'état sanitaire de l'eau du fleuve. Donc l'eau sera-t-elle d'assez bonne qualité pour accueillir les nageurs? Et au cas où, avons-nous un plan B? Deuxième petite question, la sécurité des JO est un sujet d'importance. Vous l'avez rappelé, les forces de l'ordre, les militaires et les volontaires sont sur le pont pour faire en sorte que tout se passe bien. Et les annonces d'annulation de festivals seront-elles maintenues et dans quelle proportion? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Je vous remercie pour votre travail qui permet sans aucun doute à notre pays de mieux préparer l'événement majeur que constituent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Je souhaite aujourd'hui vous interroger sur la qualité de l'eau de la Seine, où plusieurs épreuves majeures doivent avoir lieu. Cet été, en effet, un certain nombre d'épreuves tests ont été annulées. L'eau de la Seine n'offrant pas les garanties nécessaires à la bonne tenue de l'épreuve de nage selon les organisateurs. Aussi, pouvez-vous nous indiquer ce qui est actuellement mis en œuvre afin de trouver des solutions qui permettront le déroulement de ces épreuves? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Bon. Alors, je vois que certains députés sont venus avec leur fan club, mais si ces fan clubs pouvaient être un peu moins bruyants pendant que le député ou la députée qui a la parole parle, ça serait bien. Donc maintenant, je donne la parole à Frédéric Meunier.
C'est facile de passer après. Merci Madame la Présidente. France Télévisions sera le diffuseur officiel des Jeux Olympiques, un vrai challenge pour cette chaîne publique qui diffusera gratuitement jour et nuit l'ensemble des épreuves sportives olympiques et paralympiques. Même si je peux regretter que le numérique ne soit pas accessible hors communauté européenne, je ne doute pas que la chaîne saura capter les téléspectateurs pour que ces Jeux laissent une trace historique dans la mémoire des Français. Cela devrait représenter plusieurs heures de direct avec des rediffusions la nuit, des replays sur le numérique, des reportages ciblés sur les sportifs, sur la cérémonie d'ouverture ou le relais de la flamme. Alors j'ai deux questions. Pouvez-vous me confirmer que la place de la publicité à travers les épreuves sera toujours la même qu'aujourd'hui ou ira-t-on comme aux États-Unis avec une page publicité toutes les minutes, voire les 2 minutes? Et savez-vous s'il y aura des plateformes numériques dédiées pour chaque sport mises en place par France TV? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Déjà, auparavant, je voulais vraiment féliciter les travaux de notre groupe de travail parce que pouvoir se rendre sur place, ça a été vraiment l'occasion de prendre l'ampleur de l'événement. Donc merci beaucoup. Dans la lignée de Frédéric Meunier, j'aurais une question sur la couverture et le fait que l'on puisse en France accéder gratuitement à un maximum d'épreuves. C'est ma première question. Et dans ce prolongement, puisqu'on parle des médias, c'est aussi de vous inviter à nous donner quelques mots de l'Olympiade culturelle qui a déjà commencé, qui peut irriguer notre territoire, mais dont on ne sent pas forcément la pleine vitalité. Est-ce que nous pourrions avoir de nouveau des travaux dessus? Et peut-être enfin un dernier point concernant la santé. La santé, au moment où des millions de personnes vont affluer vers notre pays, quels ont été dans nos travaux ou dans les prochains à venir les questions à se poser pour préserver la santé de toutes et tous? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Géraldine Bagné. Merci messieurs les présidents. Nous avons évidemment été sensibles, moi comme vous, chers collègues du groupe de préparation aux Jeux Olympiques, aux très nombreuses réactions venues de toutes parts, professionnelles, mais aussi citoyens, sur le sujet difficile du déplacement des bouquinistes. L'enlèvement des fameuses boîtes vertes pendant plusieurs semaines représente bien évidemment une difficulté et un manque à gagner pour ces professionnels. Nous avions entendu à ce sujet les arguments de la préfecture de police de Paris sur le besoin de sécuriser les bords de Seine. La ville de Paris assurant que, passé les Jeux, les bouquinistes retrouveront bien évidemment leur place. Pouvez-vous revenir sur les dispositifs qui permettront à nos bouquinistes, part intégrale de notre patrimoine, d'avoir toute leur place au cœur des Jeux? Il est bien évidemment indispensable de les y inclure pour y faire vivre l'imbrication du sport et de la culture au sein de ces JOP délibérément sportifs et culturels. Mens sana in corpore sano. Wow. Merci Madame la députée. Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je vous remercie pour ce précieux travail réalisé par nos collègues députés mené depuis de longs mois. Par nos nombreuses auditions, par nos déplacements, nous avons constaté des avancées concrètes et heureusement. Les chantiers des différents sites olympiques, les lieux sécurisés, les chaînes de commandement prennent forme pour donner à cet été 2024 un élan et une dynamique unique. C'est un impératif, on le sait, pour la réussite des JO. Nous souhaitons que ces Jeux soient une véritable fête populaire. Aussi, la France a-t-elle fait le choix d'une cérémonie d'ouverture inédite sur la scène? Nous en avons parlé, c'est un choix pour le moins audacieux. Plus nous avançons, bien sûr, vers le 26 juillet 2024, plus cette cérémonie pose des défis et des questions. Son organisation implique une rigueur implacable. Aussi, pourriez-vous nous apporter les garanties de cette bonne organisation, présenter les grands axes de la cérémonie d'ouverture et l'articulation entre les différentes autorités compétentes et les contrôles des quais? Je pense particulièrement aux quais hauts, gérés par la collectivité Ville de Paris. Le potentiel de place, bien sûr, et notamment la distribution des places. On a parlé de gratuité, mais comment vont s'organiser ces gratuités? Merci. Merci, Madame la députée. Jean-Jacques Gaultier. Merci, Présidente. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. 11 jours de compétition, 4700 athlètes, 22 parasports et près de 550 épreuves. La rentrée scolaire est prévue le lundi 2 septembre, donc au milieu des Jeux paralympiques. Cette rentrée scolaire ne risque-t-elle pas d'être affectée par des difficultés de transport ou de sécurité qui, conjuguées, pourraient être explosives? Encombrement des axes routiers, saturation des transports en commun,
et également des mesures de sécurité renforcées qui pourraient compliquer l'accès aux établissements scolaires. Y a-t-il donc des mesures spécifiques envisagées pour faciliter la rentrée 2024 en Île-de-France? Merci, monsieur le député. Madame Méréana Red Arbelot. Bonjour. Alors, chers collègues, Yaorana, depuis plus de 20 ans, Teahupo'o accueille des compétitions mondiales de surf pour lesquelles une tour en bois est installée puis démontée une fois l'épreuve terminée. Une convention signée en 2022 par le précédent gouvernement de Polynésie avec le COJO a prévu de remplacer cette tour en bois par une tour en aluminium pour 40 personnes avec un local technique climatisé et des toilettes nécessitant la pose d'une canalisation dans le lagon jusqu'au rivage. C'est démesuré. Une marche pacifique et une pétition portée par 150 000 personnes démontrent l'opposition ferme et déterminée à l'installation d'une telle tour, craignant la destruction des coraux et la perturbation irréversible de tout l'écosystème. Le président de Polynésie propose de multiples alternatives plus respectueuses de l'environnement, allant de l'homologation d'une tour en bois à un allègement de la tour en aluminium déjà construite, jusqu'à organiser l'épreuve sur le site alternatif de Taharu, dont la configuration permet de juger depuis la plage. Proposition que le comité avait rejetée il y a quelques mois. Il nous faut tous montrer l'exemple. Le pays et l'État souhaitent la réussite de cette épreuve. Le comité doit étudier les propositions et accompagner cette volonté de laisser un héritage environnemental positif. Vous qui suivez de près l'organisation de ces Jeux, comptez-vous relayer cet appel? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir respecté le temps. Parce que je sais que vous aviez prévu une intervention un peu plus longue et merci beaucoup. Claudia Rouault. Merci Madame la Présidente. Messieurs les coprésidents, nous vous remercions bien sûr pour ce point d'étape. Comme vous le savez, je suis attaché à ce que les Jeux soient accessibles au plus grand nombre. Et les publics éloignés doivent pouvoir y accéder. Les Jeux doivent être l'occasion de remercier les efforts faits pour ceux qui œuvrent pour les sports en France, notamment les bénévoles, mais aussi permettre à des personnes souffrant d'un handicap de pouvoir assister à certaines épreuves. Les Jeux ne proposant pas de places gratuites pour eux, contrairement à la Coupe du monde de rugby. Vous avez évoqué les 400 000 billets achetés par l'État qui seront répartis entre la jeunesse, les bénévoles du mouvement associatif, les personnes en situation de handicap et leurs aidants, ou encore certains agents. Pouvez-vous revenir sur la répartition de ces billets, les publics qui seront réellement concernés, ou encore le mode de sélection des heureux bénéficiaires? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Martine Frogier. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les coprésidents pour votre présentation. Permettez-moi de revenir sur la question du logement, un enjeu considérable de ces Jeux olympiques. Pouvez-vous nous éclairer sur la gestion de la pénurie de logements à laquelle nous serons confrontés lors de l'organisation de cet événement international majeur? Comment faire pour accueillir l'ensemble des personnels et des volontaires qui vont graviter autour de cette manifestation? Nous savons qu'il existe une volonté de réquisition de logements étudiants et d'internats. On parle notamment de 3 000 logements qui seraient concernés. Qu'en est-il après la suspension du tribunal de Paris de cette décision du Crous, sachant qu'elle concerne les modalités d'organisation et non pas la réquisition des logements elles-mêmes? Est-il vrai enfin que certains bailleurs sociaux ont reçu comme consigne de ne pas attribuer les logements afin de les réserver pour les JO, reculant la possibilité pour de nombreux ménages d'avoir un accès au logement social avant la fin de l'été? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Alors, j'ai maintenant Rodrigo Arenas. Alors, voilà, c'est bon pour le micro. Merci Madame la Présidente. Les Jeux Olympiques, effectivement, se voulaient exemplaires, vertueux en termes d'emploi, respectueux de l'environnement, la vitrine d'une France irréprochable. Or, la réalité est tout autre, comme vient de défrayer la chronique cette manifestation de travailleurs sans papier qui, du coup, ont été tous régularisés et qui nous mettent tout de suite dans les dispositions de la future loi immigration que nous allons étudier prochainement. Mais mon propos est tout autre, en soutien avec ma collègue de Polynésienne. Vous savez, comme moi, que l'implantation à Tahiti d'une nouvelle tour pour les épreuves de surf est au cœur des polémiques.
Je laisserai évidemment de côté celle qui concerne la mairie de Paris pour ne m'intéresser qu'à celle qui, de l'avis de tous les spécialistes, est un véritable écocide. Elle est nuisible à la barrière de corail, ça a été rappelé. Elle menace l'intégrité de l'écosystème marin. Cette tour de 14 mètres, comme ça a été rappelé, n'est pourtant pas nécessaire, car celle en bois qui est d'ordinaire utilisée pour ces compétitions conviendrait parfaitement. Alors, messieurs, je voudrais vous interroger et savoir, alors même que notre gouvernement nous promet des jeux écologiquement responsables, quels sont les moyens de pression que nous avons, nous, en tant que parlementaires, pour que ces Jeux olympiques changent le cahier des charges et renoncent à cette aberration écologique qui n'est de l'intérêt de personne et certainement pas de l'image de la France à travers le monde. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Stéphane Mazard. Oui, excellent. Alors, je vais lui donner la parole. Voilà, c'est bon. Merci, Madame la Présidente. Donc, je salue le travail réalisé par nos deux coprésidents à mon tour et je voudrais les interroger sur leurs sentiments quant à la capacité pour le COJOP à diffuser sur l'ensemble du territoire tous les dispositifs qui permettront d'accompagner le moment des Jeux, la préparation des Jeux, l'après-Jeux sur les territoires. Beaucoup de collectivités sont labellisées terres de jeux, mais on sait que ce n'est pas une fin en soi. C'est qu'il va falloir pour ces collectivités aller chercher les dispositifs qui sont dans la boîte à outils du COJOP pour animer leur territoire dans le cadre de fan zone et d'autres événements. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est suffisamment connu de la part des collectivités et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette communication? Merci, monsieur le député. Jérémy Patriélétus. Merci Madame la Présidente. Je veux à mon tour saluer le travail d'investigation de nos deux présidents qui ont mouiller le maillot et sauter tous les obstacles pour nous rendre compte et les remercier. J'ai une question qui est le prolongement de celle de mon collègue Stéphane Mazard sur les collectivités locales. Il y a un enjeu effectivement d'animation au moment des Jeux Olympiques. Il y a un enjeu aussi lors du passage de la flamme olympique. Certains départements accueillent cette flamme olympique. Se posent des questions de la manière dont les scolaires, les élèves de nos territoires, notamment ruraux, vont pouvoir participer à ces cérémonies de passage de la flamme olympique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la manière dont on peut accompagner aussi ces collectivités locales dans ce relais de la flamme dans nos territoires? Merci, monsieur le député. Annie Genevard. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais relayer une difficulté particulière que rencontrent certains établissements scolaires qui souhaitent assister aux Jeux. Certains viennent de milieux ruraux et par conséquent, les élèves peu habitués au transport parisien souhaitent rester ensemble. Ça faciliterait également l'encadrement. Malheureusement, il leur a été répondu qu'ils ne pouvaient pas obtenir des billets à cette condition. Et je trouve ça fort dommage. Merci, Madame la députée. Stéphane Lenormand. Il n'est plus là. D'accord. Donc, Jérôme Legavre. Oui, merci Madame la Présidente. Deux questions. Une première concernant le droit du travail, qui est quand même bien mis en cause dans le cadre de l'organisation de ces JO. Un premier point concernant la situation de pas moins de 45 000 bénévoles, parce que quand on examine la charge de travail et quand on voit qu'il y a en définitive un fort lien de subordination, ces 45 000 contrats de bénévoles s'apparentent quand même beaucoup à du travail dissimulé. Donc, pour notre part, il conviendrait de les requalifier en statut salarié sous contrat. Deuxième question, la situation des étudiants, des 2200 étudiants qui seraient contraints de laisser leur logement Crous réquisitionné pendant les JO. Dans son infinie bonté, la ministre de l'Enseignement supérieur leur a proposé 100 € et 2 places pour des épreuves olympiques. Pour parler trivialement, on n'est pas loin quand même de 100 balles et un Mars. Et on se demande ce qui l'emporte, du cynisme ou du mépris, dans cette manière de traiter 2200 étudiants qui vont être virés proprement de leur logement de à peu près 10 mètres carrés. Merci, monsieur le député. Alexandre Portier. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, pour votre présentation. On insiste beaucoup sur la dimension d'héritage pour parler de ces Jeux. Les Jeux, c'est à la fois un héritage qu'on veut laisser, à la fois en termes de fierté nationale, de culture du sport, de valeurs, d'équipement, mais c'est aussi un héritage qu'on reçoit. On a en France une forte tradition olympique, on en est fiers. Beaucoup de champions, beaucoup de médaillés, hommes et femmes. C'est un vrai vecteur de fierté nationale et de cohésion nationale. Et on ne peut pas imaginer que ces champions ne soient pas mis en avant, mis en lumière et associés à ces Jeux. Ma question est très simple. D'après vous, les
assez aujourd'hui ces champions à ces futurs Jeux? Et le cas échéant, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer vos pistes et réflexions pour encore mieux les associer et pour qu'ils puissent prendre toute leur part à cette fête? Merci. Merci, monsieur le député. Alors, vous étiez le dernier inscrit sur ma liste. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui souhaiteraient prendre la parole. Non. Alors, messieurs les coprésidents, c'est à vous pour les réponses. Merci, merci Madame la Présidente. C'est vrai que beaucoup de questions sur de nombreux sujets qui n'ont pas fait l'objet forcément de travaux particuliers, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il nous reste la question des transports, la question de l'hébergement, des sujets extrêmement importants, la question de l'héritage également, et puis la question de la haute performance, c'est-à-dire associer nos sportifs de haut niveau dans cet événement. À savoir qu'on a un certain nombre de décisions au niveau du COJO et de la DIJOP qui doivent être prises d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, notamment dans la concession d'un certain nombre d'équipements pour faire en sorte qu'on puisse identifier de manière très précise les besoins en ressources humaines, en forces de sécurité intérieure, en bénévoles et toute autre ressources. Je voudrais démarrer par répondre à la question de Bernard Sor sur la billetterie paralympique. Vous dire que... Bertrand, pardon. Comment je t'appelais? Bernard. Comme c'est sportif. Et donc Bertrand Sor pose une question en fait fondamentale sur la question de la billetterie paralympique et au-delà de ça, la place qu'on accorde au paralympisme. Vous savez que c'est la première fois que notre pays accueille les Jeux paralympiques et c'est vraiment un moment tout à fait exceptionnel. Vous avez pu le constater aux précédentes éditions, les émotions que peuvent nous procurer les athlètes paralympiques. Et je crois que c'est important également, et c'est la volonté du COJO et de l'ensemble des parties prenantes de cet événement-là, d'en faire une véritable réussite, et au-delà de ça, de changer le regard par rapport au handicap en faisant en sorte d'accéder beaucoup plus facilement à ces compétitions-là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est près de 2,8 millions de billets qui sont en vente depuis le 9 octobre, à partir de 15 € dans tous les parasports, et la moitié des billets est à moins de 25 € et 80% des billets sont à 50 € ou moins. La billetterie des Jeux paralympiques sera ouverte sans discontinuité jusqu'à l'été 2024, selon la règle du premier arrivé, premier servi, sans tirage au sort. Donc là, il y a un changement, je dirais, par rapport aux modalités de vente des billets. Et dans la limite des places disponibles, chaque acheteur pourra se procurer jusqu'à 30 billets paralympiques par compte de billetterie, en plus des 30 billets olympiques. Et donc là aussi, c'est un vrai changement par rapport à la vente du côté paralympique. Pour l'instant, le retour est plutôt positif depuis le 9 octobre, même si c'est très récent. La billetterie est plutôt nationale pour des nationaux que pour des étrangers, avec des possibilités d'achat collectif, comme je le disais à l'instant. Donc ce sujet de la billetterie paralympique est un vrai enjeu pour notre pays. Sophie Blanc nous interrogeait sur la baignabilité. Alors, il est vrai que cet été, à l'occasion des test events, on a assisté plutôt à des duathlons qu'à des triathlons, hormis une des épreuves. Je rappelle qu'on a 3 compétitions, la nage en eau libre, le paratriathlon et le triathlon qui se dérouleront à l'occasion de ces Jeux. VNF, qui est en gestion en fait la Seine, a pour
mission de contrôler cette qualité de l'eau de la Seine dans Paris, notamment par la tenue des épreuves en eau libre, comme je le disais à l'instant, et un plan basé sur trois axes pour cette surveillance de toutes les sources potentielles de pollution, la mise en place d'un dispositif d'identification de tout rejet de pollution dans la Seine, et des interventions pour son traitement et le renforcement des réseaux d'assainissement à Paris en amont et en amont du territoire. Et pour garantir cette sécurité des nageurs, plusieurs chantiers de dépollution de la Seine sont en cours. L'un d'entre eux concerne la gestion des eaux de pluie avec la construction d'un immense bassin en plein cœur de Paris. On aura l'occasion de le visiter dans les jours qui viennent. Au total, plus de 46 000 mètres cubes d'eau pourront être stockés dans le bassin d'Austerlitz, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques ou de 6 mois de pluie. D'autant plus que les travaux d'assainissement en amont de la Seine se poursuivent et se poursuivront après les Jeux Olympiques. Alors il est vrai qu'on a connu cette eau qui n'était pas bon, et c'est vrai que ces travaux-là devraient permettre effectivement d'améliorer sensiblement la qualité de l'eau. Graziella Melchior, vous avez évoqué le même sujet, donc je ne vais pas y revenir. Je pense que ça va être suffisamment complet sur le sujet. Je laisse la main à Maxime. Oui, alors je vais quand même revenir quelques instants sur la baignabilité, où moi je suis un peu plus frileux sur l'optimisme de cette baignabilité de la Seine. On le voit bien, lorsque, en tout cas, j'ai participé à l'événement test, la qualité de l'eau n'était pas du tout là, elle était noire et elle n'était en aucun cas, pour le moment, prête. D'autant plus, vous l'avez vu, lors de test event du triathlon, ça a été quand même, en tout cas pour moi, ça a été un vrai couac de devoir passer en duathlon plutôt qu'en triathlon. J'espère effectivement que tous les moyens seront donnés pour qu'on puisse avoir ces épreuves durant les Jeux Olympiques et qu'on ne soit pas la risée du monde, pour le dire clairement, sur le fait qu'on ne puisse pas maintenir ces épreuves. Il est vrai, comme le disait Belkir, sur les bassins qui vont être mis en place, en tout cas qui sont en cours de construction et qu'on aura l'occasion, comme le disait Belkir, d'aller visiter. Donc je vous invite, celles et ceux qui veulent participer à ce déplacement, d'aller visiter le bassin d'Austerlitz qui va permettre normalement d'assainir davantage la Seine. Ça peut être effectivement une façon de nous rendre compte de l'avancée ou pas de cette baignabilité. Concernant, ça me permet de faire la transition avec la question sur cette visibilité, cette possibilité et l'image qu'on va donner à l'international, de faire la transition avec la question de Frédéric Meunier et de Céline Calvez sur la retransmission des épreuves, la place de la publicité, notamment vous avez fait référence aux épreuves aux États-Unis où c'est vraiment un supplice de regarder les épreuves avec des pubs toutes les minutes, voire toutes les 2 minutes. France Télévisions a pris l'engagement de ne pas rajouter de pages publicitaires supplémentaires, même si financièrement ça pourrait être un atout pour eux. Ils ont décidé en tout cas de continuer sur la dynamique qu'ils occupent, en tout cas qu'ils donnent au quotidien. Donc non, il n'y aura pas de place de la publicité supplémentaire. Il faudra effectivement, on pourra profiter pleinement de ces épreuves. Concernant la spécificité de la plateforme France TV, il est vrai que France TV a mis des moyens colossaux pour permettre, et ça me permet de faire la transition avec Céline Calvez, la question sur la retransmission des épreuves. Ce sera l'intégralité des épreuves qui seront retransmises. Ce sera une des premières fois où gratuitement vous pourrez assister à l'intégralité des jeux, notamment avec cette plateforme France TV qui va créer des chaînes spécifiques où si vous êtes fan de volley ou si vous êtes fan de foot ou autre, vous pourrez sur cette plateforme France TV cocher ou sélectionner un onglet qui vous permettra de voir exclusivement les épreuves de foot ou celles de volley. Donc ça, c'est vraiment une prouesse et on tient à saluer les moyens que met France Télévisions sur le sujet, puisqu'ils rentrent pleinement dans leur mission de service public de rendre ces jeux accessibles à tous. Donc ça, c'est une très bonne mesure. Concernant la deuxième question de Céline Calvez sur les Olympiades culturelles,
Effectivement, ces Olympiades culturelles consistent en une série de projets artistiques pendant 4 ans avant les Jeux, la rénovation artistique, etc. Enfin, on ne va pas faire le point sur l'Olympiade culturelle, mais je pense que ce serait du coup judicieux qu'on les auditionne prochainement et qu'on planifie ça dans le cadre de notre groupe de travail pour, d'une part, les mettre en lumière et continuer le travail qu'ils ont commencé déjà depuis un certain moment. Donc ça, c'est effectivement une proposition qu'on peut envisager. Claudia Rouault sur tous aux Jeux, je laisserai effectivement Belkir revenir sur le sujet des billets. Nous avons effectivement sur l'attribution des billets pour l'accès aux Jeux paralympiques, où Belkir disait il y a près de 300 000 billets pour les Jeux paralympiques, puisque je le rappelle, les Jeux paralympiques sont organisés du 28 août au 8 septembre 2024, ce qui veut donc dire que ce sera en période scolaire. Donc l'État a choisi de permettre à plus de 200 000 jeunes de découvrir sur le temps scolaire ce rendez-vous sportif spectaculaire, ce qui est plutôt pour moi une très très bonne mesure prise par le gouvernement. Et bien évidemment, vous le savez, hein, dans cette société fracturée dans laquelle on vit aujourd'hui, être porteur de valeurs de diversité et d'inclusion est nécessaire bien évidemment pour aussi le changement de regard sur la société et aussi sur le handicap au sens large du terme. Et puis, je continue sur le Crous. Je continue du coup sur les logements Crous, sur la question de Martine Froger et de Jérôme Le Gavre, il me semble. Donc, sur les logements, notamment sur la question des Crous, la ministre des Sports a répondu très clairement à cette question hein, lors de l'examen budgétaire qu'on a eu ici et en séance. Alors non, les hébergements du Crous ne seront pas bien évidemment vidés des jeunes pour laisser place au JOP pendant l'été 2024. L'idée initiale était de réquisitionner près de 3000 logements étudiants en Ile-de-France l'été prochain pour accueillir les personnels, donc ce dont on vous parlait tout à l'heure, les forces de sécurité, nos armées, mais aussi les soignants, les secouristes, les chauffeurs d'autobus qui vont assurer les transports, les agents de sécurité privés. Alors oui, le tribunal administratif de Paris a suspendu en référé le 31 août dernier la décision du Crous de limiter les baux d'occupation des logements étudiants au 30 juin 2024. Mais nous le rappelons, contrairement à ce que certains laissent penser, il ne serait jamais question de priver un étudiant du logement. Bien évidemment, pendant les JOP, il faut être réaliste. En Ile-de-France, 6 000 logements sont inoccupés chaque été. Et il paraît donc logique qu'une partie de ces logements inoccupés soit occupée pour les JOP. De plus, les engagements qui ont été faits de ces logements inoccupés... Les engagements, en tout cas, qui ont été pris pour que des solutions de relogement soient trouvées pour les étudiants concernés à proximité sont sans surcoût et avec, bien évidemment, une prise en charge des surcoûts éventuels de déplacement. Après, je rappelle que le groupe de travail n'est pas en charge de l'organisation des Jeux, mais du suivi des Jeux. Donc moi, je vous dis, effectivement, ce qui nous a été dit en audition, ces auditions, je le rappelle, ne sont ni ouvertes à la presse, ni retransmises, mais sont ouvertes à tous les parlementaires qui le désirent. Alors oui, on a pourtant des échanges sans filtre, et moi je vous dis clairement qu'on ne va pas mettre des étudiants dehors, on va effectivement peut-être avoir besoin de réquisitionner les logements où les étudiants dont les étudiants n'occupent pas les logements durant l'été. Voilà. Est-ce que j'en... Ouais, ok. Je partage complètement cet avis-là. Concernant les bouquinistes, oui. Non mais, mes chers collègues, les coprésidents vous répondent aux questions que vous leur avez posées, et ce qui serait très agréable pour eux et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que chacun et chacune s'écoute, c'est que nous avons écouté les questions de ceux qui posaient les questions, et maintenant ce serait bien, c'est que nous puissions aussi écouter les réponses. Monsieur Belkir-Belhaddad, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Concernant les bouquinistes, à l'instar de ce qui vient d'être dit sur les logements Crous, on ne fait pas partie de l'organisation bien entendu, donc on vous retranscrit à la fois les propos, les remontées de terrain lors des visites et le sentiment qu'on peut avoir dans la résolution des différents problèmes posés sur le terrain, parce que organiser le plus grand événement
que notre pays n'ait jamais à organiser, c'est pas une sinecure. Donc on a forcément des difficultés qui sont identifiées, et c'est le cas de la situation des bouquinistes qui font vraiment partie de notre patrimoine. Et actuellement, et depuis jeudi dernier, je crois qu'il y a une réunion entre le préfet de police, les élus de Paris et les bouquinistes pour essayer de trouver une solution, équilibrée et un compromis entre un impératif de sécurité, parce que ces boîtes de bouquinistes peuvent faire l'objet effectivement de cash éventuels et pourraient être considérées comme un risque. En tout cas, c'est ce que Laurent Nunez, préfet de la police, estime être. Et puis la nécessité de faire vivre effectivement ce patrimoine, de le faire connaître aux yeux du monde. La ville s'est engagée à prendre en charge également le démontage et le remontage des boîtes si c'est cette décision qui devait être prise. Et elle promet enfin de rénover les boîtes les plus dégradées et de mettre en place un village des bouquinistes pour leur donner une visibilité pendant les Jeux, parce que c'est ça qui est important, c'est aussi de leur donner une visibilité pendant les Jeux. La question a été posée également sur la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, d'après les retours qu'on a, il n'y a pas de plan B aujourd'hui. Il n'est pas question, par exemple, d'aller au Stade de France en cas où il y aurait un risque attentat extrêmement élevé, même si on est passé au stade Vigipirate le plus élevé depuis quelques jours. Le risque terroriste, comme d'autres risques, comme celui de cyberattaque, a été pris en compte dès le départ, puisque les précédentes éditions ont fait l'objet également de diverses attaques, qu'elles soient cyber ou d'attentats terroristes, que ce soit aux Jeux Olympiques d'Atlanta ou aux Jeux de Barcelone en 1992 ou à Salt Lake City. Donc ce risque-là est pris en compte. Ce qui est envisagé, c'est essentiellement de réduire la voilure par rapport au nombre de bateaux, au nombre de spectateurs sur les quais. Initialement, il était prévu près de 600 000 spectateurs. 100 000 sur les quais bas et 500 000 sur les quais hauts. Donc la voilure a été réduite pour prendre en compte ces considérations et ces risques sécuritaires. On est aujourd'hui sur une jauge plutôt de 400 000 spectateurs sur les quais hauts et bas, avec un accès, comme vous le disiez à l'instant, Madame Bellamy, avec des accès par des billets électronique et sécurisant en fait les accès. Voilà, on ne peut pas vous en dire plus maintenant par rapport aux conditions de mise en œuvre de cette billetterie électronique, mais en tout cas c'est le principe qui a été adopté et je crois que c'est celui qu'il faut mettre en place. On est plutôt favorable là-dessus. Sur la question de Céline Calvet sur la question de la santé, on prévoit dans les auditions prochaines justement la direction générale de l'offre des soins qu'on auditionnera, pour voir tout le dispositif que nous avions voté à l'occasion de la loi olympique, que vous avez voté pour un certain nombre d'entre vous. Et puis, je ne sais pas si votre question relevait aussi de la question sur l'héritage, sur le développement de la santé des Français, mais on traitera également de ce volet-là à l'occasion du volet héritage. Le logement, on a répondu. Sur les travailleurs sans papier, mais sans être une véritable question là-dessus, mais je voulais quand même, puisque le sujet avait été évoqué tout à l'heure, à la fois les accidents de travail et la question des personnes sans papier qui ont bloqué notamment le chantier de l'Arena de la Chapelle pour une demande de régularisation après une grève, et à la suite d'une négociation entre travailleurs et syndicats,
que les grévistes ont obtenu la certification d'une régularisation par le biais d'un accord cadre, et ces accords actent la régularisation de tous les salariés des sous-traitants travaillant ou ayant travaillé ces derniers mois sur les sociétés, dans les sociétés concernées. Et vous avez 30 000 personnes qui ont travaillé sur les différents chantiers, dont 13 000 sur le village olympique. C'est très important. Et une centaine de personnes sans papier ramenées sur 30 000, alors c'est toujours trop, on est d'accord. C'est quand même relativement marginal. Ce que je tiens à souligner, c'est que les chantiers du village olympique et celui des médias, entre autres, ont connu des contrôles quotidiens. C'est 2 par jour sur chacun de ces chantiers. Et je tiens à profiter de l'occasion pour saluer l'inspection du travail qui a vraiment fait un travail tout à fait exceptionnel pour réaliser ce travail au quotidien. En termes d'accidents du travail, on a, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, 156 accidents, dont 25 graves, une personne avec des séquelles graves et 0 mort. Voilà. Pour des chantiers tout à fait faramineux, exceptionnels, pour un événement tout à fait exceptionnel. Comment? C'est mieux que le mondial. Ouais. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je laisse Maxime reprendre le relais. Alors, je vais me permettre de revenir sur plusieurs sujets dont j'ai oublié la question sur les festivals dans nos territoires respectifs. Effectivement, les forces de sécurité ont pris l'engagement de ne pas délaisser nos territoires et les différents festivals organisés pendant la période des Jeux. Les forces armées seront également mobilisées et présentes pour maintenir le plus de manifestations possibles. Peut-être qu'il y aura des ajustements à effectuer, mais je tenais bien évidemment à rassurer ma collègue Blanc sur le sujet. Un petit retour sur la question de Madame Bagné sur les bouquinistes. Vraiment rassurer les bouquinistes sur le fait que voilà, la ville de Paris, Belkir l'a dit, s'est dite prête à accompagner et valoriser les bouquinistes, prendre en charge le démontage et la repose complète des boîtes, et rénover les boîtes qu'ils nécessitent, et selon bien évidemment le souhait des bouquinistes, en amont de la cérémonie, bien évidemment pour les plus dégradés, mettre en place, il le disait, le village des bouquinistes. Donc ils ont vraiment été chouchoutés, et on est vraiment sur une période très très courte, hein, ça c'est entre 7 et 9 jours. Donc voilà, chacun doit faire des efforts, et effectivement il y a un enjeu sécuritaire derrière. Donc voilà, je voulais juste rassurer les bouquinistes sur le fait que ils allaient être chouchoutés et non pas effacés du paysage parisien. Pour la question de Madame Genevard sur l'accès aux épreuves pour les groupes scolaires, effectivement, c'est une problématique qu'on n'avait pas forcément relevée, et donc on va regarder attentivement cette question pour éviter que les groupes scolaires soient obligés de se diviser en groupes multiples, et d'ailleurs de se rendre sur des sites qui ne sont pas forcément à proximité les uns des autres, puisqu'il y a bien évidemment un enjeu aussi de sécurité, d'accompagnants et d'accompagnateurs. Donc bien évidemment, on va mettre le point sur ce sujet-là lors des différentes auditions, soit au COJO, soit bien évidemment avec les différents organisateurs, et au niveau bien évidemment de la billetterie, on regardera ça attentivement. Donc, scolaire, ça me permet de faire la transition sur la rentrée scolaire, la question de Jean-Jacques Gauthier sur, bien évidemment, cette rentrée au sens large du terme, et avec tout ce qui en découle, notamment sur le sujet de transport. Alors, la rentrée 2024, j'avais posé la question au ministre Attal la semaine dernière lors de son audition. La rentrée 2024 ne sera pas décalée, mais adaptée dans les établissements concernés par les Jeux Olympiques. Je pense notamment au collège, pour celles et ceux qui avaient visité le village des athlètes, situé en plein village, en pleine zone du village des athlètes. Le ministre de l'Éducation nationale rencontrait bien évidemment le président du conseil départemental, M. Troussel, afin de trouver des solutions au cas par cas. Depuis plusieurs mois, des travaux minutieux de recensement des écoles et des établissements situés à proximité des lieux d'épreuve a été effectué par les services des rectorats en lien avec les collectivités locales. Ces travaux sont toujours en cours avec les préfectures et la police, bien évidemment, afin d'ajuster la liste des établissements pour lesquels les aménagements seront nécessaires.
surtout quand il se situe dans un périmètre de circulation, bien évidemment, vous le disiez, par rapport au transport interdit ou restreinte à proximité des voies réservées. Donc, bien évidemment, il faudra qu'on soit très vigilant sur l'organisation. Moi, je plaidais pour une rentrée décalée pour faciliter à la fois le transport des athlètes et la circulation durant les Jeux olympiques et paralympiques, même si les Jeux olympiques sont moins concernés. Mais voilà, en tout cas, la décision a été d'adapter au cas par cas chaque territoire. Sur les questions des épreuves de surf à Tahiti, effectivement, les installations n'étant pas encore assez avancées, on va être honnête et totalement transparent, on ne s'est pas encore penché sur le sujet. Pour ma part, je serai extrêmement vigilant et je ne peux que vous inviter à participer avec nous lorsqu'on aura ce focus sur ces épreuves en Outre-mer. Je tiens quand même tout de même à souligner que le point positif, c'est que c'est quand même la première fois qu'on va avoir des épreuves olympiques sur ce site, qui va permettre d'être mis en lumière et de créer de la visibilité pour ce territoire. J'entends l'écocide, entre guillemets, que vous soulignez, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit tous mobilisés pour que ces Jeux soient des Jeux propres et verts, comme le comité organisateur aime le dire. Moi, je serais très vigilant, effectivement, à ce que ça n'entache pas le paysage ultramarin. Sur les questions collectivités locales, je vais te laisser conclure. Volontaire, oui, pardon. Il faut juste prendre le micro, autrement on n'entend pas. Merci Madame la Présidente. Sans polémique, cette épreuve de surf en fait devait avoir lieu à la base en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Sevran. Il s'avère que précisément, c'était une vague artificielle, absolument, et précisément pour des raisons environnementales, elle a été annulée. Donc ce que je trouverais assez cocasse, c'est que le COJO décide de ne pas le faire en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire en Île-de-France, et qu'on envoie chez nos compatriotes polynésiens le coût environnemental que nous avons refusé en métropole. Et je pense que c'est désastreux, non seulement pour l'image à l'intérieur de la France, par rapport à nos compatriotes, mais aussi à l'échelle internationale de, en gros, sacrifier une partie de notre territoire alors qu'on ne le veut pas, en gros, dans la métropole. C'était le sens de mon propos et sans aucun esprit polémique, mais je participerai aux travaux auxquels tu nous invites parce que c'est quelque chose qui est central, je pense, pour l'avenir de notre pays. Je te remercie. Bien évidemment, on compte sur nos députés concernés de pouvoir effectivement vraiment nous donner les infos que nous, en tant que députés hexagonaux, on n'a pas forcément. Ça peut vraiment être intéressant d'avoir votre retour, notamment quand on se fera ce focus, pour que vous puissiez nous donner la réalité de ce qui se passe sur ce territoire. Et on pourra peut-être effectivement prévoir un déplacement si la présidente nous donne les crédits nécessaires. On sera ravis. Mais je pense qu'elle n'acceptera pas par jalousie simplement. Non, c'est pas par jalousie, c'est pour comptable des deniers de la commission. Tout à fait. Oui, oui, voilà, c'est ça. On a 15 jours. Oui. On sait où on mettra les pieds. Oui, tout à fait. Bon. Pour finir, quelques éléments de réponse complémentaires, notamment à Claudia Roux sur les publics billetterie populaire. J'avais indiqué tout à l'heure que c'était les jeunes à majorité, donc sur les 400 000, c'est 258 800 billets très précisément. Les bénévoles du mouvement sportif à hauteur de 100 000, les personnes en situation de handicap 17 400 et les agents publics relevant des catégories B et C 24 000, enfin un peu moins de 25 000 billets. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont à la main des collectivités ou du mouvement sportif directement quand il s'agit par exemple des bénévoles. Et pour faire la transition avec la question des bénévoles, le sport ne fonctionnerait pas sans les bénévoles en France, et y compris à l'occasion de grandes manifestations sportives. Voilà. C'est eux qui font tourner le sport. Et si on devait, je le disais souvent quand j'étais adjoint au sport de la ville de Metz, si on devait payer chacun des bénévoles, ce serait pas raisonnable. Mais au-delà de ça, il y a l'engagement de ces bénévoles à servir son pays et à faire en sorte que ces Jeux olympiques et paralympiques soient une véritable réussite, et à travers la place des bénévoles dans notre société, c'est ça la véritable la question fondamentale, et non pas celle de vouloir transformer en contrat à durée déterminée ou indéterminée les engagements de nos bénévoles. Sur la question...
Oui. Oui. Les critères d'attribution des billets. Les critères, ils sont à la main des collectivités ou du mouvement sportif. Ou, par exemple, à l'éducation nationale. Moi, par exemple, dans mon département, la Moselle, on a 500 jeunes qui vont être concernés, et c'est le DAZEN qui détermine en fait effectivement les différents critères et les établissements choisis pour voilà. Après se pose la question, j'avais interpellé notamment ici même le ministre Gabriel Attal sur le financement de l'hébergement et du déplacement, pour lequel il faut effectivement apporter une réponse très concrète là-dessus. Sur l'engagement. Oui, voilà. Avant de passer à une autre, vas-y. Oui, Claudia Rouault, je voudrais effectivement revenir sur la répartition des billets tous au jeu. Belkir le disait, un gros focus pour la jeunesse, 258 000 billets. La billetterie populaire sera effectivement un large programme d'engagement à destination des élèves, notamment scolarisés dans toutes les écoles de France métropolitaine et d'outre-mer, du CM1 à la terminale. Des billets seront également offerts aux jeunes défavorisés, protégés par l'aide sociale à l'enfance ou bénéficiant d'un programme d'accompagnement pour les vacances et les fameuses colos apprenantes ou quartiers d'été, etc. Ainsi que des jeunes s'illustrant de manière exemplaire par leur engagement citoyen ou associatif. Il y a cette volonté aussi de mettre en lumière les jeunes qui participent à la vie de la citoyenneté. Il y aura également 100 000 billets pour les bénévoles du mouvement sportif, parce qu'ils sont bien évidemment essentiels à la visibilité et à la vitalité du sport. Donc sur les 100 000 billets, il y en a environ 70 000 qui seront distribués directement via les fédérations sportives, agréées par le ministère ou affiliées à un comité national sportif. Et à peu près, alors le reste de billets sera bien évidemment dans le cadre du ministère des Sports et des Jeux Olympiques, d'autres les billets de clubs participant au programme Club Inclusif, donc du comité paralympique, pour avoir objectif, bien évidemment, de former 3000 nouveaux clubs sportifs. Donc il y a aussi cette volonté d'ouverture et de permettre à de nombreux clubs de s'adapter aux personnes en situation de handicap. Donc la transition, c'est 17 000 billets qui seront pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Ça, c'est vraiment important, c'est que l'État aussi met en lumière les personnes qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap. Donc 17 400 billets seront destinés pour eux. Et puis ensuite, Belkir l'avait dit, pour les agents publics relevant des catégories B et C, ça sera environ 25 000 billets qui seront distribués à l'intégralité des personnes qui participent de près ou de loin, en tout cas à l'organisation des Jeux. Donc voilà, tous en jeu, c'est cette volonté de pouvoir permettre à des personnes qui n'auraient pas forcément eu l'opportunité ou la possibilité de se rendre aux Jeux, de pouvoir venir assister à une épreuve. Pour rebondir sur la question de la territorialisation en fait, de cet événement-là, notamment à travers l'implication des collectivités locales et territoriales, et notamment à travers le dispositif Terre de Jeux 2024, c'est quand même plus de 4200 entités qui sont labellisées, dont 3800 collectivités, où vivent plus de 70% des Français grâce à la mobilisation des élus locaux. Cette mobilisation, on va la retrouver également à travers leur engagement dans le parcours de la flamme. C'est 65 départements et des engagements forts, notamment des départements et d'un certain nombre de communes qui sont concernés. C'est plus de 400 villes sur tout le territoire français et les territoires d'outre-mer. Il y a aussi la mise en place du label Génération 2024 et des clubs 2024 qui permettent de pouvoir animer le territoire partout et en mobilisant à travers ces outils l'ensemble de Français. Donc là, on a véritablement, je n'ai pas été exhaustif dans tous les dispositifs parce que voilà, on en a d'autres, mais ce sont les principaux qui permettent justement de faire en sorte que les Français puissent s'accaparer cet événement de manière très importante. Ça concerne également l'implication de nos sportifs de haut niveau, puisque la question avait été posée
tout à l'heure par notre collègue Alexandre Portier sur l'implication des sportifs de haut niveau. Elle a été dès l'origine en fait de la candidature, puisque la différence par rapport à la candidature de 2012, et je ne sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais en tout cas l'implication extrêmement forte de nos athlètes au cœur de la candidature a été un élément extrêmement important, et on le retrouve tout au long en fait de la mise en œuvre en fait de la préparation de ces Jeux, et pendant et après également de nombreux ambassadeurs sur l'ensemble des territoires à travers les dispositifs que j'ai indiqués à l'instant, Terre de Jeux, Club 2024, permettent justement d'associer plus finement l'ensemble des athlètes de tous les territoires, qu'ils fassent partie des athlètes qui participeront aux compétitions paralympiques ou olympiques, ou des athlètes qui font partie notamment de la liste des sportifs de haut niveau, les fameuses listes des 15 000 sportifs de haut niveau. Donc il y a une vraie implication de leur part dans cette à la fois organisation, puisqu'on les retrouve dans le comité d'organisation, dans le dossier de candidature, mais également dans tous les dispositifs qui sont mis en place dans les territoires. Et moi, je vais juste rebondir pour apporter un complément, en tout cas mon point de vue personnel sur l'implication des anciens champions, mais aussi des futurs champions. Les anciens champions, effectivement, sont mobilisés en amont des Jeux avec, comme le disait Belkir, de rôle d'ambassadeur, etc. Mais je pense que vous faites aussi référence à la polémique sur la non-invitation, peut-être aussi des anciens champions pour la cérémonie d'ouverture. J'espère qu'il y aura des calages qui seront faits d'ici là. La cérémonie finalement est à la fois très proche mais aussi très lointaine. Donc j'espère qu'en tout cas on aura des moyens de pression pour impliquer davantage nos anciens champions. Et je voudrais du coup faire une transition sur nos futurs champions de 2024 que vous avez évoqué, M. Portier. C'est que moi, il n'y a rien de plus qui me fend le cœur quand je vois que certains futurs champions de Paris 2024 sont obligés de vendre leurs propres véhicules, leurs propres meubles pour pouvoir se payer la participation aux Jeux Olympiques. Là aussi, on a un focus à faire pour choyer nos futurs athlètes, en tout cas nos athlètes de candidats pour Paris 2024, de manière à vraiment les inclure et qu'on soit fiers de les amener le plus loin possible. Donc, juste pour conclure, merci encore à toutes celles et ceux qui prennent part très régulièrement et je salue la présence jusqu'au bout de certains au groupe de travail, puisqu'on est vraiment un bon noyau qui fait bien vivre le groupe de travail, et c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Donc les prochains rendez-vous, ce sera mercredi 15 novembre prochain à 14 h, où, le disait Belkir tout à l'heure, nous auditionnerons le docteur Aurélie Avondon-Ray, qui est conseillère médicale pour les crises sanitaires de la Direction générale de l'offre de soins. Et la visite du bassin d'Austerlitz, ce sera mardi 21, pour celles et ceux qui veulent venir, à 9 h, donc mardi prochain, mardi dans 15 jours. Merci encore à tous de votre attention. Merci. Alors, attendez, mes chers collègues, on n'a pas terminé, mais moi, je voulais remercier les deux coprésidents de ce groupe de travail, parce que vraiment, vous faites un travail très approfondi, et merci de nous en avoir fait le compte-rendu et d'avoir pu justement retranscrire ce que vous disiez finalement des auditions que vous pouviez faire sans filtre, et d'avoir répondu à nos collègues sur l'avancée des Jeux, donc d'exercer la mission de contrôle que tout député nous devons d'exercer. Donc merci encore. Mais nous devons aussi compléter la composition de la mission d'information sur le recrutement et la formation du personnel enseignant des collèges et lycées publics, état des lieux et perspectives, dont nous avons acté la création le 25 octobre dernier, notamment en désignant M. Roger Chudeau comme son président et Mme Cécile Rilhac comme rapporteur. Et j'ai reçu les candidatures de Mme Bénédicte Ozano et Catherine Jaouin pour le groupe RN, Rassemblement national, et de Mme Géraldine Bagné et de M. Laurent Croisier pour le groupe MoDem. Donc maintenant, la mission d'information va pouvoir commencer. Et nous nous retrouverons, mes chers collègues, la semaine prochaine, 9 h 30, en salle Lamartine, pour la table ronde conjointe avec la Commission du développement durable et sur les transports pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc nous continuons notre séquence sportive. Merci à vous.